Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Ronca, qui exerce une pratique non pas limitée, mais illimitée en parodontologie et en implantologie à Paris. Alors, il n'aime pas les compliments, mais il est enseignant à la fac d'Ivry et l'auteur de nombreuses publications. Nous retrouverons le Vincent Ronca lors de sa prochaine conférence en Belgique le samedi 21 novembre à Liège, et je vous y invite tous. Vincent, la parole est à toi, je te remercie. Très bien. Merci beaucoup Fabrice, et puis merci beaucoup à l'APAD, évidemment, pour m'offrir cette tribune. Mon propos aujourd'hui sera de décrire un nouveau concept de traitement en chirurgie plastique parodontale. Alors, nouveau concept, certes, mais basé sur une voie d'abord très éprouvée, puisqu'il s'agit de la tunnelisation. Alors, il y aura probablement des questions qui vont apparaître en cours d'exposé. L'idéal, sans doute, serait de les poser par écrit sur le chat. Et puis, Fabrice va les regarder. Je crois que je ne m'avance pas en disant ça. Et puis, ensuite, il les centralisera en fin d'intervention. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais je vous rassure, ce ne sera pas très long, il s'agit de faire quelques rappels sur ce que sont les récessions gingivales, puisque la chirurgie plastique parodontale vise à les corriger. Alors, les récessions procèdent du déplacement en direction apicale de l'ensemble des tissus parodontaux, la gencive, l'os, bien sûr le ligament, mais aussi le sément, vont progressivement disparaître, et l'origine de cette résorption est triple. On compte des facteurs traumatiques mécaniques, mais aussi chimiques, et parfois inflammatoires, bien sûr. Nous le savons, les récessions peuvent toucher toutes les faces dentaires, mais ce sont particulièrement les faces vestibulaires qui sont touchées, loin devant les faces linguales et très loin devant les faces palatines, en tout cas en l'absence de parodontopathie, puisque dans ce cas-là, c'est l'ensemble des faces parodontales, des faces dentaires qui vont être atteintes. Alors, les implications des récessions parodontales, elles sont multiples. Au premier rang de ces implications, bien sûr, l'inesthétisme qu'elles génèrent. Les récessions sont inesthétiques parce que la dent s'allonge visuellement, ce qui est perçu comme un signe de vieillissement par les patients. Et puis, dans certains cas aussi, par exemple, dans le cas qui est montré ici sur la gauche de l'image, on a une teinte radiculaire qui est beaucoup plus saturée et qui, par conséquent, va faire naître une zone disgracieuse à l'extrémité de la couronne qui est beaucoup plus blanche. L'autre problème, bien entendu, ce sont les hyperesthésies dentinaires. Elles sont liées à la perméabilité de la dentine et à la présence de tubuli largement ouverts à l'intérieur desquels se trouvent des prolongements cytoplasmiques qui transmettent les facteurs sollicitants comme le chaud, le froid, le sucré, bref, ce qui est osmotique, jusqu'au nerf de la dent. Par ailleurs, la racine est plutôt moins minéralisée que l'émail, bien sûr, et donc elle va être plus prompte à s'abraser au contact du bol alimentaire, de la brosse à dents, d'une part, et puis d'autre part, les caries radiculaires sont aussi plus fréquentes dans ce type de cas. Enfin, lorsque les récessions se développent, il se crée assez souvent une zone légèrement anfractueuse à l'interface entre la racine et la gencive. Et cette zone, elle est souvent assez difficile à nettoyer pour les patients, et cela crée localement une inflammation qui va auto-aggraver avec le temps les récessions. Ici, par exemple, sur ce cas encore, on voit que globalement, le patient a une très bonne hygiène. Ceci dit, on a une inflammation, on a un liseré inflammatoire assez caractéristique au niveau de l'apex des récessions.
Alors, la distribution des récessions suit un schéma assez classique. En gros, elles sont présentes de façon très fréquente de première prémolaire à première prémolaire, que ce soit au maxillaire ou à la mandibule. Ces récessions, elles sont plus présentes dans ce secteur. Cette distribution est caractéristique et c'est lié au fait que les dents du secteur antérieur vont être en règle générale relativement déportées en vestibulaire par rapport au centre de l'arcade. Et par conséquent, les tissus parodontaux vont s'en trouver affinés et c'est un facteur prédisposant. Ce phénomène, il peut être acquis, hein, enfin, il peut être constitutif. Hein, les dents peuvent se positionner spontanément de cette manière-là, mais il peut aussi être acquis et donc la conséquence d'un traitement d'orthodontie qui aurait trop fait sortir les dents des limites de l'arcade. L'attitude à tenir vis-à-vis des récessions, elle est la même que dans toute discipline dentaire ou médicale. Il s'agit de suivre une sorte de gradient de traitement où on va aller des traitements les moins invasifs aux traitements les plus invasifs. Alors, les traitements non chirurgicaux, principalement, c'est la réduction des facteurs de risque réversibles, le retour à une hygiène dentaire efficace mais non traumatique, par exemple, la dépose d'un piercing. Bref, il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut très facilement corriger, non pas pour reconstruire les tissus perdus, malheureusement, ce n'est pas si simple, mais simplement pour éviter que ces résorptions ne progressent. L'autre point sur lequel on peut agir, c'est sur les symptômes, sur la symptomatologie, donc en clair sur les hyperesthésies dentinaires, en appliquant un vernis isolant sur les racines. Alors, ce n'est pas toujours efficace, ça doit être renouvelé un certain nombre de fois, mais ça peut permettre de gérer pas mal de situations, en tout cas débutantes. Et puis, il arrive un moment où on va devoir prendre une décision chirurgicale, et ce pour différentes raisons. D'abord, lorsqu'il y a une demande esthétique. Ensuite, pour traiter les hyperesthésies dentinaires ne cédant pas à l'application de vernis. On peut également évoquer la complication de l'hygiène, une complication localisée. Sur le cas que vous voyez, par exemple, ici, on est dans un cas typique de récession profonde avec un vestibule court. Là, il est très difficile pour un patient de venir nettoyer toute l'interface dent-gencive jusqu'à l'apex de la récession. Et donc là, typiquement, ça va être un facteur décisionnel. L'autre facteur qui est relativement discuté dans la littérature scientifique, mais qui me semble quand même important de considérer, c'est l'absence ou la persistance d'un bandeau extrêmement fin de tissu kératinisé qui peut lui aussi nous amener à prendre une décision d'intervention. Alors, les traitements chirurgicaux, maintenant, ils visent deux choses. Ils visent bien sûr, dans certains cas, au déplacement des tissus en présence, et puis dans d'autres cas, ils vont viser à la modification des tissus, à leur transformation. Alors, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, il s'agit de se fixer un cahier des charges en chirurgie plastique parodontale. La chirurgie plastique parodontale, d'abord, bien sûr, elle vise à traiter les tissus mous. Mais en réalité, ce n'est pas toujours la priorité. Ici, par exemple, il est impossible d'obtenir l'image de droite si l'on n'a pas perçu auparavant, sur l'image de gauche, donc sur l'image initiale, que ce patient présentait une perte totale de la jonction amélocémentaire au niveau de ses canines. Je rappelle que la gencive, c'est un tissu mou, et qu'en tant que tissu mou, il ne peut pas se positionner de façon harmonieuse s'il n'est pas guidé. En clair, la première étape dans un cas comme celui-ci n'est pas d'intervenir chirurgicalement, mais de reconstruire, alors on le verra tout à l'heure, au composite, ces jonctions amélocémentaires perdues, de manière à pouvoir guider la cicatrisation et parvenir à un recouvrement radiculaire harmonieux.
Ici, de la même manière, il n'est pas possible d'obtenir l'image de droite si on n'a pas perçu que, initialement, sur les racines de la 12 et de la 13, donc de la latérale et de la canine, il y avait des composites. Et pour des raisons de biocompatibilité, il n'est pas possible d'effectuer un recouvrement radiculaire sur une surface qui n'est pas biocompatible. Donc, dans un certain nombre de cas, on le voit bien ici, avant d'intervenir chirurgicalement sur les tissus mous, il faut se poser quelques questions et éventuellement faire un certain nombre de modifications sur les tissus durs, qui sont le guide de positionnement des tissus mous pendant la cicatrisation et au-delà. Alors bien sûr, la chirurgie plastique parodontale se préoccupe du recouvrement radiculaire. Dans chirurgie plastique parodontale, il y a plastique. Sauf qu'en fait, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Et je voudrais qu'on le voit au travers de deux cas cliniques. Le premier, vous l'avez sous les yeux. Et voici le second. Alors, le dénominateur commun à ces deux cas, c'est le recouvrement radiculaire. Mais en réalité, ces deux cas n'ont que ça en commun. Je m'explique. Ici, dans le premier cas qu'on vient de voir, on est parvenu au recouvrement de la racine, bien sûr, mais on y est parvenu par la recréation du tissu qui avait été perdu. On n'a pas de tissu kératinisé au départ, et à l'arrivée, on en a, jusqu'à la jonction amélocémentaire. La deuxième chose, c'est que dans ce cas-là, on a gardé la profondeur du vestibule. On n'a absolument pas déplacé la ligne mucogingivale. Et puis, l'épaississement du biotype s'est fait de façon globale sur l'ensemble du secteur antérieur. Si on prend maintenant l'autre cas, ces petites flèches que vous voyez symbolisent la quantité de tissu kératinisé présent initialement et à l'arrivée. Et on voit que ces petites flèches n'ont pas grandi, contrairement au cas précédent. On a autant de tissu kératinisé à l'arrivée qu'au départ. En fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a déplacé les tissus en présence, ce qui a entraîné une migration tout à fait visible et durable dans le temps de la ligne mucogingivale et par conséquent une légère réduction de la profondeur du vestibule. Ensuite, si l'on parle d'épaississement du biotype, en réalité, il n'y a pas d'épaississement du biotype. Et il y a une compensation des concavités radiculaires que l'on voit sur l'image de gauche, qui sont liées à un brossage traumatique, donc il y a une abrasion des racines. Et cette compensation, elle est extrêmement localisée. Les greffons qui ont été utilisés, mais on en reparlera ultérieurement, ne sont pas des greffons conventionnels, ce sont des micro-greffons, des greffons tout petits, dont la finalité est de compenser ces concavités pour soutenir et donner un galbe et une stabilité au tissu de surface que l'on a déplacé. Donc, on comprend bien qu'en réalité, le recouvrement radiculaire, c'est une sorte de Graal, mais il y a d'autres facteurs qui doivent être visés en fonction du cas clinique considéré. C'est l'épaississement du biotype, qui n'est pas systématique, et qui peut être soit global, soit au contraire très localisé. C'est la création de tissus kératinisés, nécessaire dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et puis, c'est aussi la préservation de la profondeur du vestibule buccal, qui parfois est nécessaire et qui parfois ne l'est pas. Et donc, on en vient au concept de traitement que je vous propose aujourd'hui et qui est basé sur la tunnelisation. Alors, avant toute chose, toute chirurgie, que ce soit dans le domaine dentaire ou disons dans le domaine médical au sens large, devrait répondre à cet adage hippocratique, hein, qui a à peu près 2500 ans, primum non nocere, en d'autres termes, au minimum ne pas nuire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si rien ne se passe comme on veut pendant l'intervention chirurgicale ou après pendant la cicatrisation, in fine, on ne devrait pas aboutir à une situation pire que la situation d'origine. Eh bien, en chirurgie plastique parodontale, il se trouve que la seule technique qui permet cela, qui permet de répondre favorablement à cet adage hippocratique, c'est la tunnelisation. La tunnelisation, c'est une approche qui est mini-invasive,
Et par le fait, c'est une approche qui permet la préservation de la structure des tissus mous en général, mais particulièrement de la structure des papilles, qui, on le sait, est particulièrement fragile. Les techniques de tunnelisation offrent des résultats extrêmement reproductibles et surtout des taux de complications extrêmement bas. Et lorsque complications il y a, la situation finale ne peut pas être moins favorable que la situation initiale. Alors, historiquement, on va faire bref, la tunnelisation est véritablement née au mi-temps des années 90, hein, c'est Allen qui l'a développée, mais en réalité, il faut rechercher une paternité un petit peu plus lointaine et remonter jusqu'à Rathske, qui au mi-temps des années 80 décrivait les premières poches suprapériostées avec conservation de la structure de surface des tissus. La procédure a ensuite été modifiée par un certain nombre d'auteurs, améliorée au cours du temps. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, mais on retiendra Robert Hadzi, que j'ai eu la chance de connaître à l'époque où il donnait cours à Paris 7. Et puis Zur, là on est plutôt du côté de l'Allemagne, vers la fin des années 2000, quasiment en 2010. Alors concrètement, la tunnelisation, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technique, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de faire des incisions intracirculaires, et par l'intermédiaire de ces incisions intracirculaires, qui sont en réalité un point d'accès, eh bien, on va glisser des instruments très fins, qu'on appelle des dissecteurs, et qui vont permettre, comme ça, de désolidariser les tissus de surface des tissus profonds. Et cette désolidarisation, elle va se faire au niveau de la muqueuse en épaisseur partielle. Et au niveau de la gencive, en fonction de l'épaisseur du biotype, on s'orientera plutôt vers une épaisseur totale ou vers une épaisseur partielle. Épaisseur totale lorsque les tissus sont très fins, épaisseur partielle lorsqu'on peut se le permettre, c'est-à-dire lorsque le biotype est plus épais. Alors, un certain nombre de protocoles ont été développés pour simplifier l'abord chirurgical. Par exemple, en plus de ces incisions intracirculaires, si on a la chance d'avoir un frein un peu trop développé, on peut réaliser une frénoplastie concomitante, ce qui permet d'avoir une nouvelle voie d'abord pour aider à la formation de ce tunnel. Il y a aussi des protocoles qui existent avec, en plus des incisions intracirculaires, des incisions de décharge verticale qui permettent là aussi un nouveau point d'entrée et donc de faciliter la tunnelisation. Enfin, il y a aussi des protocoles basés sur l'adjonction de petits opercules positionnés, disons, à proximité de la jonction, enfin de la ligne mucogingivale, qui permettent là aussi de nouveaux points d'entrée pour faciliter la tunnelisation. Mais en réalité, avec un tout petit peu d'habitude, on se contentera, parce qu'elle est finalement assez facile à maîtriser, on se contentera de la technique Princeps qui consiste à n'utiliser que les incisions intracirculaires. Alors la tunnelisation, ça sert à quoi? Eh bien concrètement, ça sert, selon les littératures, à déplacer les tissus verticalement. Effectivement, le fait de désolidariser les tissus de surface du plan profond au-delà de la ligne mucogingivale va leur donner une certaine laxité, va leur donner des degrés de liberté qui vont permettre de déplacer sans tension les tissus dans le sens apico-coronaire. Et puis, ça va permettre aussi de rentrer un greffon conjonctif dans la lumière du tunnel, de manière à modifier les tissus. Voilà, ça c'est ce que nous dit la littérature. Mais en réalité, c'est un tout petit peu restrictif parce qu'il ne faut plutôt voir la tunnelisation comme une voie d'abord permettant de réaliser un assez grand nombre d'interventions chirurgicales assez différentes, à la fois techniquement, mais aussi dans leurs indications et dans leurs effets cliniques. Et selon qu'on va utiliser un greffon conjonctif ou pas, selon que ce greffon conjonctif va être de taille standard ou beaucoup plus petit,
selon que ce greffon va être exposé ou selon qu'il va être enfoui, eh bien, on va développer des interventions chirurgicales différentes pour traiter des cas cliniques différents. Et en plus, toutes ces chirurgies sœurs vont pouvoir être combinées du fait de cet ancêtre commun qu'est la tunnelisation, de manière à former des chirurgies plus complexes qui sont en réalité picorées un peu dans chaque catégorie de traitement. Et ça, on va le revoir plus en détail tout au long de l'intervention. Alors, aucun intérêt de développer un concept de traitement si on ne sait pas exactement quel type d'intervention doit être réalisé dans quel cas. Eh bien, l'arbre décisionnel que je vous propose permet de naviguer à partir de l'observation de 4 éléments cliniques très simples à utiliser, et donc permet de naviguer entre les interventions dont on vient de parler. Premier critère à identifier, la hauteur du tissu kératinisé. Deuxième critère à utiliser, la profondeur du vestibule buccal. Troisième critère, l'épaisseur du biotype parodontal. Et quatrième critère, la présence et l'extension de concavités radiculaires, donc d'abrasion au niveau des racines. Et donc, en fonction de l'observation sérielle de chacun de ces critères, on va pouvoir naviguer à l'intérieur de cet arbre décisionnel. Alors, première intervention du concept, la translation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, à qui s'adresse la translation? Plutôt à quel type de site? L'indication d'une translation, c'est un site qui présente du tissu kératinisé, hein, on le voit sur l'arbre décisionnel. C'est un tissu qui présente du tissu kératinisé, un vestibule profond et un biotype épais. De quoi s'agit-il? Eh bien, en réalité, on va tunneliser les tissus et puis on va déplacer ces tissus en direction coronaire et les réagencer jusqu'à, mais en réalité au-delà, de la jonction amélo-sémentaire. Et le but de cela, c'est simplement le recouvrement radiculaire. Donc, on a une visée esthétique, fonctionnelle dans la réduction des sensibilités dentaires, mais on ne transforme pas les tissus parodontaux en présence. Il n'y a pas de création de tissu kératinisé parce qu'on est dans le cadre d'une cicatrisation de première intention. On n'a pas d'épaississement du biotype puisque cette procédure n'est pas une greffe. On ne fait que déplacer les tissus en présence. Le recouvrement radiculaire provient du déplacement des tissus natifs et donc on a associé à cela un déplacement de la ligne mucogingivale à concurrence de la profondeur des récessions et donc une légère réduction de la profondeur du vestibule. Voilà le concept. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus près à ce cas, voilà la situation de départ. On va réaliser une tunnelisation, et la tunnelisation, comme je vous le disais préalablement, permet de déplacer les tissus sans aucune tension dans le sens vertical et de les emmener légèrement au-delà de la jonction amélo-sémentaire. Ensuite, on va réaliser un certain nombre de sutures qui vont permettre de réharmoniser les tissus là où on le souhaite pour la période de cicatrisation. On va réaliser d'abord des matelassiers verticaux ancrés au point de contact interdentaire. Et puis, on va réaliser aussi des matelassiers horizontaux également ancrés au point de contact interdentaire. Les matelassiers horizontaux sont réalisés au niveau de la face vestibulaire, mais au niveau central par rapport à la dent. Et les matelassiers verticaux, eux, sont proximaux. Alors, les matelassiers horizontaux, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ne sont pas positionnés en fonction de l'axe de la dent, mais ils sont positionnés en fonction de l'axe de la récession. Et en réalité, cette petite subtilité change tout, puisque ces matelassiers positionnés en fonction de l'axe des récessions vont permettre de compenser des asymétries que l'on peut parfois observer dans les récessions. En clair, en imposant au tissu une traction oblique, eh bien, les tissus vont se repositionner, on va en quelque sorte les tordre pour les replacer au bon endroit pendant la phase de cicatrisation. Voilà le résultat après réalisation de l'ensemble des tissus, des sutures, c'est-à-dire des matelassiers verticaux en zone proximale et des matelassiers horizontaux
en zone centrale. Et en réalité, ce concept de suture, je l'ai appelé ceinture et bretelle. Alors pourquoi? Bien sûr, d'abord à cause de l'analogie visuelle, hein, les matelassiers verticaux formant les bretelles et le matelassier horizontal formant la ceinture. Aussi, j'ai choisi ce terme parce que le terme de ceinture et bretelle, généralement, décrit une procédure visant à s'assurer la sécurité par la redondance et la complémentarité de procédures de sécurité. Précisément, c'est le cas avec ces sutures qui, par une certaine forme de complémentarité, mais aussi de redondance, vont permettre de générer des résultats reproductibles. On peut perdre une suture, ce n'est pas grave. On peut perdre un matelassier vertical, on aura toujours le matelassier horizontal et ainsi de suite. Les autres bénéfices évidents de cette approche, c'est une gestion très facile de récession, même complexe. Complexe, ça veut dire très large, très haute, asymétrique. L'harmonisation de la traction sur l'ensemble du trajet de la jonction amélo-sémentaire permet de vraiment compenser très facilement les situations les plus complexes. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la force que l'on doit exercer pour déplacer les tissus, si elle est répartie sur plus de sutures, eh bien, chacune des sutures exerce une pression plus faible. Et donc, on va limiter l'ischémie et donc faciliter la cicatrisation, la rendre plus rapide, moins traumatique, par la multiplication de ces points de traction tout le long de la jonction amélo-sémentaire. Voilà la cicatrisation à une semaine. Elle est assez rapide, c'est normal. On a une cicatrisation de première intention, donc ça va vite. Et voilà, un peu plus d'un an après la réalisation de la chirurgie, la stabilisation des résultats. Qu'est-ce qu'on a observé? Simplement le déplacement des tissus en présence. Encore une fois, une translation n'est pas une greffe. C'est une forme, je dirais, plus élégante de traction coronaire. On va déplacer les tissus en direction coronaire, mais en aucun cas, on ne va les modifier. Maintenant, on change de famille d'intervention. On va rentrer dans un ensemble de greffes de tissus conjonctifs. Et la première de ces greffes, c'est la greffe de tissus conjonctifs de taille normale, c'est-à-dire une greffe de tissu conjonctif tout à fait classique lorsque on se retrouve dans ce type d'indication. Du tissu kératinisé en abondance, hein, plus de 3 mm ou 3 mm, ou disons avoisinant 3 mm, un vestibule profond, un biotype fin ou intermédiaire, et à ce moment-là, on va s'orienter vers une greffe de tissu conjonctif conventionnelle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on tunnelise. Ensuite, on apporte dans la lumière du tunnel le long du rebord marginal des tissus tunnelisés. On apporte un greffon conjonctif et ensuite, on va déplacer l'ensemble en direction coronaire. Alors, ce type d'approche, bien sûr, va entraîner un épaississement du biotype à concurrence de l'épaisseur du greffon qu'on apporte. Mais par contre, cette approche ne va pas créer de tissu kératinisé parce que le greffon étant totalement enfoui, on n'a absolument pas de cicatrisation de seconde intention. On est vraiment dans le cadre d'une cicatrisation de première intention, donc pas de création de tissu. Ici, le recouvrement radiculaire, comme dans la translation, provient du déplacement des tissus natifs et il en résulte bien sûr un déplacement de la ligne mucogingivale et donc une réduction de la profondeur du vestibule à concurrence de la profondeur des récessions. Si on approfondit un petit peu ce cas, voilà la situation de départ. On va prélever des greffons conjonctifs, pas très beaux d'ailleurs, hein, de piètre qualité. On va les amener à l'intérieur du tunnel et ensuite déplacer les tissus, toujours avec ce même concept de suture, ceinture et bretelle, c'est-à-dire matelassiers verticaux en zone proximale, combinés avec des matelassiers horizontaux en zone
en zone centrale. La cicatrisation à une semaine est un petit peu moins avancée visuellement que dans le cas précédent, mais c'est normal. On a en dessous un greffon qui est en train de se revasculariser, donc ça génère des petites lenteurs. Mais elle est quand même relativement rapide parce qu'il s'agit d'une cicatrisation de première intention. Et puis, in fine, les tissus se stabilisent, le biotype est épaissi. On voit clairement le déplacement de la ligne muco-gingivale qui perdure au cours du temps. Il y a dans la littérature scientifique des études qui montrent le contraire. Moi, honnêtement, je n'ai jamais observé, ou très rarement, de repositionnement spontané de la ligne muco-gingivale à sa position de départ, y compris à long terme. Donc, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas si fréquent que ça. Associé à ce déplacement de la ligne muco-gingivale, on a une légère réduction de la profondeur du vestibule, mais ce qui n'est absolument pas un problème dans le cadre d'un vestibule initialement profond comme ici. Toujours dans la famille des greffes de tissu conjonctif, on va aborder les microgreffes. Alors là, c'est un petit peu moins classique. Les microgreffes s'indiquent lorsque on a du tissu kératinisé en abondance, un vestibule profond, un biotype épais, mais des concavités radiculaires. L'idée qui sous-tend l'utilisation de microgreffons, c'est quoi? L'origine du concept est double. D'abord, il y a une idée d'économie tissulaire, bien sûr. Plus vous utilisez des greffons de petite taille, plus vous pouvez traiter un nombre important de dents avec peu de matière. Donc, il y a une économie de matière vis-à-vis du site donneur, qui est le palais ou les tubérosités, qui est substantielle. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que traiter un patient avec un biotype épais en apportant un tissu conjonctif conventionnel de grande taille, ça veut dire surépaissir l'ensemble du biotype. Or, c'est très contre-productif, puisqu'on va, dans un certain nombre de cas, générer une situation inesthétique immédiate, à court terme, mais aussi, on sait que quand on épaissit un biotype déjà épais, on va avoir un phénomène de stécage, de surépaississement, qui va s'initier et parfois perdurer dans le temps. Et dans certains cas extrêmes, on est obligé de désépaissir les tissus en présence pour rendre la situation plus acceptable visuellement et en termes de ressenti pour la lèvre des patients. Donc, surépaissir un biotype épais, ce n'est pas une bonne chose. L'idée va être de générer à partir d'un greffon conjonctif conventionnel des micro-greffons qui vont venir compenser sélectivement chacune des concavités présentes à la surface des racines. Alors, pourquoi compenser ces concavités et pas faire tout simplement une translation? Eh bien, parce que la stabilisation des tissus à long terme passe par là. Je m'explique, si vous déplacez des tissus jusqu'à la jonction amélocémentaire et que immédiatement après la jonction amélocémentaire, on a une zone concave, eh bien, les tissus vont avoir une fâcheuse tendance avec le temps à s'invaginer à l'intérieur de ces concavités et ça va entraîner la reformation des récessions. Par ailleurs, le fait de compenser ces concavités permet d'avoir une certaine unicité du biotype une fois la cicatrisation terminée, qui est particulièrement élégante. Alors, dans ce cas, on n'a évidemment pas de création de tissu kératinisé, puisque les microgreffons sont enfouis. Donc, on est toujours sur une cicatrisation de première intention. Le recouvrement radiculaire, comme dans un cas d'enfouissement d'un greffon conjonctif conventionnel, provient du déplacement des tissus natifs. Et donc, logiquement, il en résulte un déplacement de la ligne mucogingivale et une réduction légère de la profondeur du vestibule. Le biotype gingival, lui, il est localement épaissi. Et donc, il n'est pas globalement épaissi. Donc, le biotype, en réalité, n'est pas épaissi. Il y a simplement une compensation de la perte de substance dentaire très localisée au niveau des racines atteintes de concavité. Si on détaille un petit peu ce cas, eh bien, on tunnelise, on prélève un petit greffon. Le greffon, il doit en longueur faire à peu près la taille des 2 incisives centrales, et on va détailler ce greffon en plusieurs sous-greffons qui vont être positionnés sélectivement en regard des concavités dont on dispose.
Et ces microgreffons, en réalité, on va pouvoir les retailler, les réorienter de manière à ce qu'ils correspondent au mieux à la morphologie des concavités. Ils ne sont pas destinés, encore une fois, à changer le biotype parodontal, ils sont juste destinés à compenser les concavités. La cicatrisation à 1 semaine est assez rapide parce qu'on est toujours dans le cadre d'une cicatrisation de première intention. Et in fine, on obtient un résultat qui est relativement harmonieux, en recouvrement radiculaire bien sûr, mais aussi et surtout en épaisseur de biotype, puisque le biotype globalement est tout à fait continu. On n'est pas plus épais qu'avant, on a juste soutenu, sustenté en quelque sorte les tissus au niveau des zones concaves radiculaires. Donc en chirurgie plastique parodontale, il y a vraiment une interaction très forte entre la dent et les tissus mous. Et fermer les yeux sur l'anatomie de la dent, l'anatomie de la jonction amélo-sémentaire, l'anatomie des racines, et ne s'occuper que des facteurs parodontaux est une erreur. Il y a vraiment une interaction très intime entre ces deux tissus, l'un servant de guide à l'autre, l'un soutenant l'autre. Un deuxième cas, un peu du même type pour mieux comprendre peut-être. Ici, on est de nouveau dans un cas où on a du tissu kératinisé, où le vestibule est profond, où on a un biotype épais et des concavités au niveau des racines, mais avec des jonctions amélo-sémentaires intactes. Alors, les microgreffons s'indiquent. On va donc prélever un greffon qui fait à peu près la taille des 2 incisives centrales. C'est en général un bon gold standard pour traiter le secteur antérieur. Et puis, on va débiter ce greffon en plusieurs sous-greffons qui vont être distribués en regard de l'ensemble des zones qui le nécessitent. Et donc ensuite, on va réaliser le même type de suture que vous avez vu depuis le début, hein, le concept ceinture et bretelle. Sauf qu'il y a une toute petite différence, c'est que vous savez que globalement, un greffon conjonctif conventionnel est inséré latéralement dans un tunnel, alors que ici, le micro-greffon, lui, il va être inséré par l'intermédiaire du matelassier horizontal. Simplement, le matelassier horizontal, dans sa conception, va simplement faire un petit détour, aller chercher le greffon et le positionner très simplement. La cicatrisation à 1 semaine, toujours rapide, cicatrisation de première intention, c'est du classique maintenant. Et puis la stabilisation des tissus dans le temps et la préservation d'une certaine unicité dans le biotype, d'une certaine continuité dans l'appréhension visuelle de l'épaisseur des tissus mous après traitement. Et j'insiste sur le fait que ici, comme dans le cas précédent, il n'est vraiment pas possible d'obtenir une stabilité à long terme des tissus si on ne compense pas ces concavités radiculaires. Ces concavités radiculaires, c'est des véritables toboggans. La gencive n'a qu'une envie, c'est de re-rentrer dedans pour s'en aller. À partir du moment où elles sont compensées, on va avoir plus de chances, aucune règle hein, valable dans tous les cas, mais on va maximiser ses chances d'avoir une stabilité et une pérennité des résultats dans le temps. Alors, bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler d'implantologie, mais je vais juste faire une toute petite allusion, il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine-là, je vais juste faire une toute petite allusion à l'implantologie. Ça, c'est une patiente qui a des demandes esthétiques et qui vient me voir parce que pendant la durée de port de sa couronne provisoire, qui est en place, là, pas très jolie d'ailleurs, elle a vu la gencive progressivement migrer, à la fois dans le sens vertical, mais aussi latéralement. Donc, on a une sorte de récession un peu radiaire comme ça qui s'est développée. Et elle nous demande, à mon correspondant et à moi-même, de corriger ça. Alors, la première chose à vérifier lorsque on veut traiter les tissus mous autour des implants, c'est de vérifier que l'implant est conservable. Conservable, ça veut dire à la fois bien positionné,
En l'occurrence, ici, c'est le cas. Il est bien au milieu de l'arcade. On peut travailler en transvissé, donc c'est parfait. Et c'est aussi de taille cohérente par rapport au diamètre de la dent à remplacer. Et effectivement, sa largeur, bon, il est un petit peu gros, il pourra être plus fin, mais ce n'est pas aberrant par rapport à une incisive centrale relativement large comme celle que l'on a ici. Donc, on va décider de travailler avec cet implant et de ne pas le déposer, et de ne travailler en fait que sur les tissus mous. Alors, quand je dis que sur les tissus mous, ce n'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, il y a une interaction très forte entre l'anatomie de la dent et les tissus mous. Et donc ici, on va changer la couronne provisoire, faire une couronne provisoire au laboratoire. Et puis, en bouche, on va la retailler, la modifier, de manière à recréer une anatomie un peu surplombante, comme une jonction amélocémentaire, au niveau de cette couronne. Mais cette anatomie un peu particulière, cette pseudo-jonction amélocémentaire, on va un tout petit peu la modifier. On va la faire légèrement plus coronaire que ce que l'on attend, et on va la faire légèrement plus plate que ce que l'on attend in fine. Alors pourquoi ces précautions? Eh bien, pour générer plus de tissu après intervention de chirurgie plastique parodontale. Et plus de tissu, ça veut dire plus de matière que l'on pourra modifier dans un second temps avec un degré de certitude sur les résultats obtenus plus fort. Donc, une fois qu'on a fait ces modifications sur la couronne provisoire, on va réaliser une poche, une espèce de mini-tunnel, exactement comme en chirurgie plastique parodontale, et on va prélever un greffon barrette, tout petit, exactement comme dans le cadre des micro-greffons en chirurgie plastique parodontale. Et ce greffon barrette, on va le rentrer dans cette concavité qu'il est censé juste compenser. Et là, on revient vraiment sur les concepts de traitement parodontaux. C'est la parodontologie appliquée à l'implantologie. Et par l'intermédiaire exactement des mêmes types de sutures, c'est-à-dire matelassiers verticaux en zone proximale, matelassiers horizontal en zone centrale, eh bien, par exactement les mêmes concepts de suture qu'en chirurgie plastique parodontale, on va épaissir et déplacer les tissus pour obtenir le recouvrement souhaité. Ça cicatrise et au bout de 2 mois, on a à peu près ce qu'on souhaitait au départ, à savoir une anatomie gingivale avec un zénith gingival positionné légèrement coronairement à la zone attendue et une quantité de matière un peu plus importante que celle dont on a besoin. Donc le travail que va effectuer, enfin qui est en train d'effectuer actuellement le dentiste avec lequel je travaille, a consisté à faire une copie miroir de la dent naturelle et progressivement, par l'intermédiaire de la modification de cette couronne provisoire ou par l'intermédiaire d'une nouvelle couronne provisoire, je ne sais pas exactement comment il travaille dans les jours que nous vivons là, mais évidemment, on est confiné, donc ce sera pour après le confinement, mais l'objectif sera celui-là, de repousser légèrement les tissus et de changer un tout petit peu le profil d'émergence. Mais on est en excès de tissu, donc il va être assez aisé de faire ce travail. Voilà pour cette petite parenthèse implantaire. Dernière sous-famille de ces greffes de tissu conjonctif, les greffes exposées, les greffes conjonctives exposées. Alors là, on est dans un concept de traitement qui est tout à fait différent. D'un point de vue des indications, c'est facile. Il nous manque du tissu, on doit en recréer. Donc, on va jouer sur la cicatrisation de seconde intention et donc sur l'exposition partielle d'un greffon. Qu'est-ce qu'on va réaliser en fait? On va réaliser une tunnelisation et puis on va positionner un greffon conjonctif qu'on va prendre soin d'exposer sur toute la hauteur des récessions. En clair, il n'est pas question dans ce concept-là, dans ce concept de greffe exposée, il n'est pas question de déplacer coronairement les tissus en présence. Le but du jeu, c'est tout le contraire. C'est de garder la ligne mucogingivale exactement au même endroit que préalablement et de parvenir au recouvrement par la création de nouveaux tissus.
Et cette création de nouveaux tissus, elle passe par la cicatrisation de seconde intention qui va se faire à la surface du greffon. Globalement, le biotype va être épaissi. Et dans ce cas-ci, on va véritablement recréer du tissu qui était initialement manquant. Alors, ce type de concept s'applique beaucoup en zone antérieure mandibulaire, puisque souvent, on a des récessions profondes qui sont associées à un vestibule court. Donc, le seul moyen de corriger ça et de recouvrir tout en ne réduisant pas l'accessibilité au brossage et en créant des nouveaux du tissu kératinisé, c'est de jouer sur la cicatrisation de seconde intention. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de ce cas, voilà la situation de départ. On a des belles récessions de classe 2. On va jusqu'à voir au-delà pour la 31 et au-delà de la ligne mucogingivale. On va réaliser un tunnel, utiliser un greffon conjonctif qu'on va à peu près tailler aux dimensions de ces récessions. Et puis, on va positionner ce greffon de manière à ce que la ligne mucogingivale ne soit absolument pas déplacée, d'une part, et d'autre part, de telle manière à ce que le greffon arrive très légèrement coronairement à la jonction amélo-sémentaire. En clair, ce que l'on vise, c'est la recréation des tissus perdus par l'intermédiaire de la revitalisation de ce greffon. Alors, vous remarquez une petite différence par rapport au cas précédent, j'imagine, c'est qu'on n'a plus les matelassiers horizontaux, on n'a que les matelassiers verticaux. Pourquoi? C'est simple, les matelassiers horizontaux, leur finalité, c'était de compléter, de parachever, de préciser le déplacement des tissus en présence. Or ici, ce que l'on ne veut pas, c'est déplacer les tissus en présence. Donc les tissus ici sont laissés en plan, les sutures ne servent qu'à sustenter les tissus en présence pour éviter qu'ils ne s'affaissent pendant la cicatrisation, puisque une fois tunnelisés, ils ont une tendance naturelle à s'affaisser. Donc les sutures servent à ça, et elles servent aussi en transfixant la partie superficielle du greffon et le greffon conjonctif qui se trouve en dessous. Eh bien, ces sutures vont permettre de fixer durablement, pendant toute la période de cicatrisation, le degré d'exposition du greffon. En clair, ces sutures pilotent la cicatrisation de seconde intention. La cicatrisation au bout d'une semaine, évidemment, elle est plus lente que dans les cas précédents parce qu'on joue sur cette fameuse cicatrisation de seconde intention et on remarque volontiers que plus la récession est étroite et peu large, et plus la revascularisation se fait rapidement. Ici, tout est rose au niveau du greffon déjà à une semaine. Ici, c'est rose dans la partie la plus aiguë, dans la partie la plus pointue de la récession, et c'est en train de rosir gentiment dans la zone coronaire qui est toujours la plus large. Ça se retrouve aussi sur cette vue occlusale. Ici, c'est terminé ou presque. Ici, c'est en cours. Et in fine, les résultats que l'on obtient de cette manière-là permettent de recréer les tissus kératinisés perdus, de recouvrir les racines et d'obtenir un résultat visuellement très uniforme. Et ça, c'est vraiment typique de l'usage de ces greffons conjonctifs qui, en seconde intention, vont finalement s'inspirer en termes de texture, de couleur, des tissus environnants. Donc, on n'emmène pas véritablement d'informations texturelles ou de teintes. Les greffons conjonctifs exposés sont en réalité des caméléons qui vont pomper les informations visuelles en quelque sorte sur les tissus environnants. La chose d'un point de vue fonctionnel la plus importante à remarquer, outre la recréation des tissus perdus, c'est l'absence de mobilisation de la ligne mucogingivale. On a gardé la profondeur du vestibule et c'est tellement important dans ces secteurs antérieurs mandibulaires. Ça ne doit vraiment pas être négligé. Autre vertu de ces greffons conjonctifs exposés, c'est que globalement, ils génèrent des résultats qui s'intègrent assez bien au sein du parodonte préexistant. Visuellement, on a une ligne qui est vraiment relativement continue.
et une transition qui est assez douce entre les tissus non modifiés et les tissus et la zone de tissus modifiés. Un deuxième cas pour expliciter le propos, ici on se trouve dans un cadre de récession de classe 3. Alors, vous vous souvenez de la classification de Miller, hein, qui, bien qu'elle date des années 80, est toujours d'actualité. Miller indiquait que pour des récessions de classe 3, c'est-à-dire récession intéressant et la phase vestibulaire et les phases proximales, Miller indiquait que le recouvrement n'était pas possible en totalité, contrairement aux classes 1 et aux classes 2. Parce que le fait d'avoir perdu de la matière au niveau des papilles imprimait toujours un petit décalage entre le niveau le plus coronaire de la gencive et la jonction amélo-sémentaire de la dent. Alors, quelle que soit la technique utilisée, on va toujours être soumis à ce même déterminisme. La classification de Miller, c'est 84. Aujourd'hui, on est en 2020, on est toujours au même point de ce point de vue-là. Alors voilà, le jour de la chirurgie, on tunélise, on utilise un greffon et les plus entraînés d'entre vous auront certainement remarqué une petite encoche qui n'était pas présente initialement. Alors en fait, on peut faire des erreurs, hein, bien sûr. Ici, c'est une déchirure tout simplement qui est intervenue pendant la réalisation du tunnel. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas du tout. C'est quoi une déchirure du tunnel? C'est une récession supplémentaire, c'est tout. Et ça doit être traité comme tel. On va positionner le greffon, l'exposer, c'était le concept de départ, y compris au niveau de cette déchirure. Et le greffon va servir de matrice pour la resoudure, en quelque sorte, des berges et pour la cicatrisation. Et donc, on voit que plus la récession est petite, ici c'est la déchirure, et plus ça cicatrise vite. Ici, c'est vraiment déjà tout à fait fini. Ici, c'est très avancé. Ici, c'est en cours. Et donc, cette cicatrisation de seconde intention, elle permet aussi de corriger des erreurs chirurgicales en termes de réalisation du lambeau. Et voilà, in fine, les résultats. Même principe, on garde la profondeur du vestibule, on recrée le tissu perdu, le tissu kératinisé, et on recouvre, alors si ce n'est à 100%, en tout cas pas très loin. Et c'est vraiment intéressant de remarquer que la quantité de tissu recréé est directement corrélée à la quantité d'exposition du greffon. C'est normal, puisque le greffon exposé, c'est lui qui est vecteur du recouvrement et de la création de tissu. Donc, plus on a exposé, plus on crée de matière, moins on a exposé, moins on crée de matière. L'objectif étant que ce soit, in fine, harmonieux entre les dents qui avaient un peu plus de tissu kératinisé au départ et celles qui en avaient un petit peu moins. Pour finir sur cette famille de traitements, je vais faire un petit aparté. Très souvent, on me parle dans les TP, dans les cours que je donne parfois, on me parle des frénectomies et on me dit « mais tu fais jamais de frénectomie ». En fait, c'est vrai. Je fais quasiment jamais de frénectomie pour une raison très simple, c'est que le frein en soi, sauf dans de rares cas où vraiment il a une insertion extrêmement coronaire hein, au niveau de la jonction amélo-sémentaire des dents qui se trouvent de part et d'autre, sauf dans des rares cas, en fait, le frein, il n'est un problème que parce que la gencive est basse. Le frein, c'est un souci parce que c'est un frein à l'hygiène, sans jeu de mots. C'est un frein à l'hygiène. Le frein, c'est désagréable. Les brosses à dents n'aiment pas aller jusqu'à son contact. Et donc, le frein, en soi, ce n'est pas la traction qu'il exerce, qui, à mon avis, est très fantasmée. Ce n'est pas la traction qu'il exerce qui est un problème. Ce n'est pas le frein qui tire les tissus. En revanche, le frein permet à l'inflammation de s'installer parce que c'est une zone qui va être désagréable à nettoyer. Et donc, l'idée, c'est que dans ce cas-ci, évidemment, le frein est un problème, sauf si ce cas-ci devient ce cas-là. Et l'idée, c'est que la chirurgie plastique parodontale permet de recréer les tissus qui ont été perdus, et en recréant les tissus perdus, qu'est-ce qui se passe? Le frein, même un frein très large, multiple, à 2 têtes, 3 têtes même, qui était un problème initialement,
en réalité, sans frénoplastie, il n'est plus un problème à l'arrivée, simplement parce que le frein n'est qu'un frein à l'hygiène, ne génère qu'une difficulté à nettoyer. Or, si on a une interface dent-gencive qui est située très coronairement à ce frein, eh bien, le frein cesse d'être une difficulté. Donc, les frénoplasties sont finalement des interventions, lorsque on est dans le cadre d'interventions de reconstruction, comme ici, sont finalement des interventions avec des faibles taux d'indication. Voilà, dernière famille de traitements, les chirurgies patchwork. Alors, c'est quoi les chirurgies patchwork? C'est les chirurgies combinées, où en réalité, on va mixer l'ensemble des interventions qu'on a vues préalablement, les translations et puis les 3 concepts de greffe, et on va mixer ces interventions de manière à répondre sélectivement aux besoins de chacune des dents. Alors, je vais vous faire une petite confidence, tous les cas cliniques que vous avez vus jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment le reflet de la vraie vie. Ils ont été sélectionnés pour la présentation parce qu'ils avaient chacun un problème. Enfin, il y avait un problème à traiter. Soit il n'y avait pas de tissu kératinisé, il fallait exposer, soit on avait du tissu, un vestibule profond, il fallait déplacer, soit il fallait compenser des concavités, mettre des microgreffons, etc., etc. Donc, ils ont été sélectionnés finalement pour leur aspect didactique. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, c'est telle dent a besoin d'un certain type de traitement parce qu'elle a un certain type de problème. La dent d'à côté, elle n'a pas exactement les mêmes problèmes. La dent encore à côté, elle n'a pas non plus les mêmes problèmes que les 2 précédentes. Et donc, en réalité, l'idée serait de traiter chacune des dents par la chirurgie qui lui convient le mieux. Et dans ce cas, le grand bénéfice d'un concept de traitement basé sur la tunnelisation, c'est que chacune des chirurgies sœurs que l'on a préalablement décrites va permettre d'adresser un problème particulier sur une dent particulière au sein d'une intervention beaucoup plus large, au sein d'une intervention à une échelle plus grande. Ici, par exemple, on va avoir ce type de combinaison de traitement qui va être à réaliser. Mais une toute petite remarque en préambule. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que sont les fentes de Stillman. Je vais quand même faire un petit rappel. Les fentes de Stillman, en fait, c'est des espèces de petites lésions très aiguës, un peu en forme d'apostrophe, qui viennent se nicher, en règle générale, à l'apex de récessions plus conventionnelles. En clair, c'est la prolongation de certaines récessions conventionnelles par des récessions beaucoup plus fines. Et ces récessions très fines, elles vont poser des vrais problèmes dans le recouvrement radiculaire, parce qu'on doit non seulement gérer la récession en elle-même, mais on doit aussi gérer ces petites prolongations qui peuvent être, même si elles ne sont pas très larges, relativement profondes et surtout relativement longues. Alors, ce petit préambule mis à part, dans ce cas-ci, on a des situations qui sont très différentes d'une dent à l'autre. Sur les incisives latérales, on n'a pas beaucoup de tissu kératinisé et ces dents-là sont redevables d'un traitement par greffe de tissu conjonctif exposé. Les canines et l'incisive centrale de droite, elles, tous les prédisposent à être traités par microgreffon. Sauf que ces dents présentent des fentes de Stillman. Et les fentes de Stillman nécessitent en réalité, c'est la seule exception que je vois à l'arbre décisionnel que je vous propose, ces fentes de Stillman nécessitent une exception et donc nécessitent un traitement par exposition de greffon de manière à les compenser. En réalité, ces fentes de Stillman, c'est comme si on avait fait des petites déchirures dans la préparation du greffon. Il va falloir apporter de la matière pour soutenir la cicatrisation. Enfin, les prémolaires, là on est dans du classique, hein, elles doivent être compensées par des microgreffons. On n'a pas de fente de Stillman, on a du tissu kératinisé, un vestibule profond, un biotype épais, des concavités radiculaires. C'est de l'ordre du microgreffon. Et donc on y va, on tunnelise, ça c'est devenu classique maintenant. On tunnelise, on prélève 2 greffons assez longs qui vont être recoupés en réalité en 4 greffons, 2 petits greffons et 2 greffons plus longs, chacun des 2 hémigreffons,
long étant destiné au secteur antérieur. On voit bien ici les deux grands greffons, centrale latérale canine à droite et à gauche, et les deux petits greffons au niveau de la prémolaire de droite et au niveau de la prémolaire de gauche. Et ici, on voit bien toute la différence de philosophie d'insertion des greffons. Un micro-greffon, vous le voyez à droite, ça se rentre par l'intermédiaire de sutures qui vont l'insérer verticalement, alors qu'un greffon conventionnel, ça s'insère latéralement au sein d'un site tunnelisé. Voilà la situation en fin d'intervention. On voit bien les expositions au niveau des formes de Stillman, ici, au niveau des latérales où on devait gagner du tissu, au niveau des canines, et l'absence d'exposition au niveau des prémolaires. En vue occlusale, on voit bien aussi ces petites expositions destinées à parachever le recouvrement et à gérer soit le manque de tissu kératinisé, soit ces canyons, ces micro-canyons que sont les fentes de Stillman. La cicatrisation à une semaine, relativement avancée au niveau des prémolaires, puisqu'on est dans le cadre d'une cicatrisation de première intention, un petit peu plus lente dans le secteur antérieur, puisqu'on est plutôt dans la seconde intention, même si les expositions ne sont pas très grandes. Et voilà, après stabilisation des tissus, on a recouvert, on a recréé la matière qui manquait aux endroits où il manquait. Chaque dent a été traitée de façon spécifique en fonction des problèmes qu'elle présentait au départ. Et ça, c'est toute la magie d'un concept de traitement qui est basé sur des chirurgies sœurs dérivées d'une voie d'abord chirurgicale mère qu'est la tunnelisation. C'est qu'on peut tout combiner. C'est du Lego. En réalité, il n'y a pas d'intervention type. On peut tout mélanger à chaque fois. Alors voilà pour le concept de traitement. Maintenant, on se rapproche de la fin, bien sûr, mais comme je vous l'avais dit en introduction, c'est impossible de dissocier la dent de la gencive lorsqu'on parle de recouvrement radiculaire et de chirurgie plastique parodontale en général. La première catégorie de problèmes qu'on peut avoir, ce sont les abrasions. Alors, les abrasions, elles peuvent être soit strictement radiculaires, pas de problème, hein, on l'a vu précédemment, ça se compense par l'adjonction de greffons, de manière à soutenir les tissus mous, mais elles peuvent être aussi coronoradiculaires. Et lorsqu'elles sont coronoradiculaires, ça pose un problème. Et ça pose le problème de la disparition d'un repère essentiel au traitement en chirurgie plastique parodontale. Et cette perte de repère essentiel, c'est la perte de la jonction amélocémentaire. La jonction amélocémentaire, elle est vraiment importante. Si on regarde un peu en gros plan une coupe une vue latérale d'une dent, on voit bien le côté très légèrement surplombant de la jaque et la gencive va venir s'appuyer, se positionner et se stabiliser aux alentours de cette jonction amélocémentaire. Un petit cas très bref pour illustrer l'importance de la jonction amélocémentaire. Bon, ici, c'est une situation simple à gérer. On va s'orienter vers des micro-greffons. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que les jonctions amélocémentaires sur ces deux incisives centrales sont intactes. Elles sont intactes, mais elles ont une anatomie un peu spéciale. C'est que le zénith de ces jonctions amélocémentaires est très légèrement déporté en distal de chaque côté. Donc on tunnelise, on prend des petits greffons barrettes, tout petits, on va compenser très légèrement les concavités, et puis on positionne les tissus, ça cicatrise relativement vite, c'est parfait, et on attend la maturation tissulaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait en première approximation considérer que c'est un résultat qui n'est pas optimal, la gencive est un peu bancale, ce n'est pas une jolie forme bien ronde, comme on en a l'habitude. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait, le recouvrement, il est parfait. Le recouvrement n'est pas le problème. La gencive a simplement suivi, dans son asymétrie, le positionnement plutôt la courbe, le tracé de la jonction amélocémentaire. Donc la jonction amélocémentaire,
c'est vraiment le guide de cicatrisation pour les tissus. Voilà, c'était un petit cas pour illustrer ça. Maintenant, quel est le problème quand on a perdu cette jonction amylo-sémentaire? Eh bien, ici, c'est un cas qui l'illustre assez bien. On va voir un petit peu le souci. Je pense que derrière vos écrans, vous avez dû remarquer qu'on avait totalement perdu la jonction amylo-sémentaire sur les incisives latérales et sur les canines. Alors, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est évidemment de ne pas intervenir chirurgicalement. La première chose à faire dans ce cas-là, c'est de redéfinir la position idéale des jonctions amylo-sémentaires, plutôt du zénith des jonctions amylo-sémentaires, de manière, en dentisterie opératoire, à reconstituer ces jonctions amylo-sémentaires préalablement au traitement parodontal. Ici, c'est un confrère parisien, le docteur Cos, qui travaille divinement bien, qui a reconstitué ces jonctions amylo-sémentaires en composite. Et on remarquera le souci biomimétique, puisque ces jonctions amylo-sémentaires sont à l'état natif relativement concave, relativement surplombantes, et il s'agit de reproduire exactement la même anatomie pour guider la cicatrisation des tissus. Ensuite, chirurgicalement, c'est du microgreffon. Alors, les microgreffons, ils sont orientés évidemment en fonction de l'axe des sutures, donc en fonction de l'axe des récessions, bien sûr. Et puis, on va repositionner les tissus. Et ensuite, ça va cicatriser et on va avoir une harmonisation et une stabilisation de la gencive au voisinage de ces nouveaux collets, de ces collets reconstitués au composite. Et bien sûr, la gencive doit se positionner au voisinage, pour laquelle il est très important d'apporter beaucoup de soins à la réalisation de ces composites. Ils ont été faits ici sous digue. Ils doivent être très bien polis de manière à ne pas générer de problèmes inflammatoires dans le temps. Alors, une petite dissymétrie que vous constatez dans le résultat final au niveau des incisives centrales, en réalité, cette dissymétrie de positionnement de la gencive, elle provient tout simplement d'une certaine dissymétrie du positionnement des jonctions amylo-sémentaires au départ. Il y a une légère abrasion sur l'incisive centrale qu'on a choisi de ne pas compenser parce que esthétiquement, ça se laissait facilement oublier et apporter une nouvelle interface en composite, c'est toujours prendre un risque. Donc, on ne le fait que quand c'est absolument nécessaire. Ici, on avait une légère abrasion sur la 11 par rapport à la 21, mais on a délibérément fait le choix de ne pas la compenser pour ne pas rajouter une interface avec un composite qui, on le sait, va peut-être vieillir dans le temps, avoir un niveau de biocompatibilité qui, en général, est bon quand il est poli, mais il vaut mieux l'éviter lorsqu'on peut le faire. Voilà, dernière catégorie de problèmes que l'on peut rencontrer au niveau de la dent, la présence de composites. Et ces composites, ils peuvent être soit strictement radiculaires, auquel cas, ce n'est pas un problème, soit coronoradiculaires, auquel cas, c'est un problème un peu plus embêtant. L'idée, c'est, on l'a vu précédemment, hein, c'est que la gencive ne peut coller qu'à une surface biocompatible, donc en clair, pas au composite. Alors, en fonction de la situation, on ne va pas tenir exactement, on va pas avoir exactement la même attitude. Lorsqu'on a un composite qui est strictement radiculaire, eh bien, on va tout simplement l'enlever et préparer la racine et passer au recouvrement. Lorsque le composite est coronoradiculaire, on va en faire une évaluation qui est à la fois esthétique et fonctionnelle. Soit le composite n'est pas du tout acceptable, en clair, il est moche et il n'est pas étanche. Donc, si c'est le cas, on va complètement l'enlever, reconstruire la zone coronaire en prenant soin de reconstruire cette zone stratégique qu'est la ligne de transition entre couronne et racine, hein. Donc, en prenant soin de reconstruire une jonction amylo-sémentaire en composite. Ensuite, on prépare la racine et on recouvre. Si maintenant le composite est acceptable, c'est-à-dire beau, étanche, esthétique, on va simplement retailler le composite en enlevant sa portion radiculaire,
en recréant une zone de transition en meulant à l'intérieur de ce composite ou en sculptant ce composite, le terme est plus élégant. Et ensuite, on passe à la préparation radiculaire et au recouvrement. Là, on est dans une situation où on ne peut pas vraiment définir comment on va traiter ce patient à ce stade. Pourquoi? Il y a d'énormes composites coronoradiculaires sur les canines, une inflammation importante. On n'a aucune certitude sur l'épaisseur réelle de cette zone de renflement, sur la quantité de tissu kératinisé résiduel. Bon, ici, c'est suffisant, bien sûr, mais là, ce n'est pas dit, et là, pas non plus. Ça dépend, après le recul de l'inflammation, où se trouvent les tissus. Donc, typiquement, ce patient, il faut le préparer. Le préparer, ça veut dire déposer les composites dans leur intégralité, réaliser un enseignement à l'hygiène et puis réaliser un détartrage. Un mois après ce traitement, on peut réévaluer. La situation est devenue favorable. On a eu une bonne surprise, c'est que sous ces énormes composites coronoradiculaires, on retrouve une jonction amylocémentaire native, intacte ou quasi intacte. Donc le cheminement du raisonnement est simple. On va aboutir à l'utilisation de micro-greffons. Donc on prélève un petit greffon, pas très long, pas très large, et on va le retailler en fonction des dimensions des récessions. Alors la récession la plus large, la plus haute, c'est la 23, donc c'est le plus gros morceau, et puis les deux autres morceaux sont plus réduits à concurrence des zones à corriger. On positionne les greffons, on déplace les tissus. À une semaine, on a une cicatrisation qui est de première intention. Et in fine, on stabilise les tissus de façon relativement harmonieuse parce que les jonctions amylocémentaires étaient préalablement intactes et donc elles ont pu guider favorablement la cicatrisation jusqu'à une zone qui fournit ce type de situation finale. Eh bien voilà, on arrive presque à la fin de l'intervention. Malheureusement, maintenant, je vais énumérer ce qu'on ne verra pas, parce que le format est trop court. On ne verra pas, et pourtant il y aurait beaucoup à dire, la manière de sélectionner le site et la méthodologie de prélèvement du tissu conjonctif en fonction de l'intervention réalisée. On ne va pas utiliser les mêmes greffons pour faire des expositions de greffons ou pour des micro-greffons. Il y a une spécificité, il y a une méthodologie qui est propre à chaque type d'usage. On ne verra pas non plus les ressources techniques, c'est-à-dire que le type d'instrument à utiliser, il en existe plein de différents, certains sont à utiliser à certaines phases de l'intervention, d'autres à d'autres. Quel type de loupe est le plus favorable? Tout ça, malheureusement, on n'aura pas le temps. Pas le temps non plus pour des tutoriels vidéo qui permettent de bien analyser pas à pas chacun des points clés de ces interventions. Pas le temps, enfin, pour la description de la timeline. Et en fait, c'est un élément très important de savoir ce qu'on fait, à quel moment, pendant, avant et après l'intervention chirurgicale. Et finalement, pas le temps non plus pour la gestion des complications, mais là, je voudrais déjà vous rassurer, puisqu'on est sur un concept de traitement qui est très peu invasif. Ces complications, elles sont relativement peu nombreuses, et lorsqu'elles apparaissent, elles s'autogèrent très bien, et elles sont relativement peu graves, générant in fine des situations qui ne sont jamais, et je le répète encore, jamais moins favorables que la situation de départ, ce qui est un luxe en chirurgie. Voilà, si toutes ces thématiques vous intéressent, sachez qu'il y a bientôt un livre qui va sortir chez Quintessence, c'est des belles éditions. Il y a eu un gros effort sur les schémas qui a été fait sur le retraitement des photos. Alors théoriquement, il aurait dû sortir en juin, mais confinement oblige, on va plutôt tabler sur l'automne, espérons. Et puis, on a un programme de masterclass qui, pour le moment, est interrompu du fait de la fermeture des frontières et du confinement, mais qui va en réalité se perdurer un peu, je pense, avec le temps.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je répondrai avec plaisir aux questions qui vont se faire jour. Ok. Pour tous ceux qui le désirent, on enverra les détails de ton livre quand il sera publié Merci. par mail. Et vous recevrez aussi comment, votre invitation pour la conférence qui aura lieu à Liège. Comme ça, autant joindre l'utile à l'agréable. Quelques questions, Vincent, que j'ai sélectionnées pour toi. Est-ce que ça va du simple, des questions relativement simples à des questions un petit peu plus sophistiquées? Avec quoi prépares-tu la racine avant de faire un… Avec rien. Non, je prépare la racine simplement en réalisant. En fait, non, pour dire les choses différemment, un mois avant les interventions, pour les patients qui sont indemnes de toute parodontopathie, il y a une maintenance parodontale qui est faite. J'interviens un mois après et donc je fais juste simplement une petite décontamination de la racine dentaire avec un insert paro à basse intensité. Voilà, donc vraiment quelque chose de très très simple. Pas Au moment de la d'endogaine. Alors, aucun traitement de surface parce que quand on regarde la littérature, une partie des études n'est pas très concluante, l'autre partie considère qu'il n'y a pas de différence. Certaines études disent qu'il n'y a pas de, qu'on ne peut pas conclure. Bref, en fait, tout ça est assez nébuleux. Et en réalité, pour faire efficace, il faut faire simple. Donc, il faut, à mon sens, hein, mais je peux comprendre qu'on ait d'autres positionnements, il faut faire table rase de tout ce qui n'est pas de manière évidente efficace. Ok, merci. Toujours dans une espèce d'ordre chronologique. Alors, juste une chose, quand je dis efficace, c'est efficace cliniquement. L'M de gain, d'un point de vue histologique, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte en clinique, ou plutôt qu'est-ce que ça apporte à mes patients, je cherche. D'accord. Toujours, j'essaie de suivre un ordre logique dans les questions parce qu'il y en a eu énormément. On ne pourra pas toutes les poser malheureusement. Est-ce que il y a toujours des prélèvements, tu fais toujours des techniques de prélèvement à la Bruno? Est-ce que tu protèges le palais avec une plaque palatine ou pas? Alors c'est très variable, il y a énormément c'est très multiparamétrique. Donc je vais éluder un tout petit peu cette question parce que en réalité le cours sur le prélèvement au palais il est aussi long que le cours que vous venez d'avoir. Pour faire simple, on va avoir des techniques de prélèvement un peu plus invasives lorsqu'on a une exposition du greffon puisqu'il y a un gros enjeu de revascularisation. Donc, on doit être absolument certain d'avoir un greffon de grande qualité. Donc, on va un petit peu plus miser sur les zones de conjonctif subépithéliale qui sont plus kératinisantes et de meilleure qualité. Mais lorsqu'il y a moins d'enjeux, on va aller sur des techniques évidemment moins invasives d'incision à un seul bord. Parfait. Donc, toujours dans les questions générales, est-ce que pour toi, une greffe exposée a une prédictibilité identique à une greffe épithélioconjonctive ou un lambeau déplacé? Ça ne se compare pas. On est d'accord, mais bon. Lorsqu'on expose un greffon, en réalité, c'est qu'on ne peut pas déplacer les tissus natifs. C'est-à-dire qu'on a un vestibule soit qui est court, soit qu'on n'a plus de tissu kératinisé. Qu'est-ce qui se passe quand on déplace de la muqueuse et qu'on met un greffon en dessous? On a de la muqueuse épaisse, ce qui n'est pas du tout un tissu ni visuellement appétant, ni un tissu fonctionnellement actif. Donc en réalité, ça ne se compare pas vraiment. Ok, super, on est d'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toute la question. Tu veux pas me la répéter? Je crois que j'ai loupé une partie. Non, tu as répondu tout à fait aux questions qui étaient posées. Alors, toujours… Bref, c'est pas un choix, quoi. C'est la situation qui guide le clinicien. Maintenant, si la question est est-ce qu'on a plus de risques de complications? Et la gestion du risque, hein, ça fait partie des domaines qu'on n'a pas abordés, mais qui est passionnante. Il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a plus de risques à exposer un greffon qu'à travailler avec des greffons conventionnels enfouis
une translation ou des micro-greffons enfouis? La réponse, c'est bien sûr oui, puisque on a un facteur X qui pèse sur la revascularisation de la partie exposée du greffon sur une zone avasculaire comme la racine. Ok, une question intéressante aussi, c'est quelle est la pérennité de tes travaux? Comme tu sais, comme moi, il y a beaucoup de modes sur Instagram. Il y a des gens qui montrent des photos, mais c'est les photos à 3 mois ou à 2 mois. Aucune des photos que vous avez vues n'est de moins d'un an. Donc la pérennité, c'est au moins ça. La plupart ont plus de recul. À titre personnel, ce concept de traitement, je l'ai développé au fur et à mesure des années en me posant des questions, en faisant des cours, en essayant d'être plus didactique. Et en fait, en essayant d'être didactique pour les autres, on est aussi pour soi-même. Et j'ai commencé à élaborer ce concept il y a une petite dizaine d'années. Parfait, c'est important, hein, je pense, comme question. Les Donc questions en sur clair, c'est fondé. Il y a d'ailleurs eu un premier livre qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est moins spécialisé, que je recommande moins, à vrai dire, parce qu'il est il est beaucoup plus, c'est un ouvrage beaucoup plus choral, qui est moins spécifique que l'ouvrage à paraître sur ces méthodes, et ça fait quelque chose comme 5 ans, 6 ans. Donc ça fait longtemps que je me pose ces questions. Très bien. Écoutez, pour terminer, je voudrais tout d'abord remercier nos sponsors, Nobel, Oral-B et GSK.